Bonjour à tous les Brodines, bonjour à tous les Brothers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va se poser la question suivante, faut-il regarder Army of the Dead de Zack Snyder, sorti cette semaine sur Netflix? On va en parler comme d'habitude, commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Alors, petite parenthèse, on l'a vu ce film en Netflix party. Alors c'est quoi? En fait on a pu voir ce film en live avec des brooders. En gros, on regarde tous ensemble le film à travers notre compte Netflix et c'est synchronisé. Donc ce que je vois est vu de la même manière par les autres personnes qui étaient présentes. Du coup, c'était une expérience très sympa. Alors, c'est pas nouveau parce que la fonction existe également pour le catalogue Prime Video qui propose via Twitch une fonctionnalité Watch Party qui permet de regarder un film tous ensemble de manière synchronisée. Donc il faudra donc évidemment avoir Prime Video pour le catalogue Prime et Netflix pour avoir le catalogue Netflix. Donc voilà, c'est la première fois qu'on regarde un film Netflix de cette manière. Je trouvais ça extrêmement sympa. Évidemment, on fera d'autres séances de visionnage vu que le catalogue Netflix est très intéressant. Jusqu'à présent, pioché dans le catalogue de Prime Video, on a fait The Boys en live, on a fait Invincible en live, très bonne série à mater, les deux. On a fait tous les films Aliens, donc il ne reste plus que Covenant à regarder, et puis après on verra. Donc n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire quelle série, film ou animé vous proposez pour les séances de visionnage en live. Donc on se fera régulièrement ça. Donc pour l'instant c'est tous les vendredis soirs après Koh-Lanta, mais je pense que j'ai calé une autre séance. Donc dites-moi dans l'espace commentaire quel jour vous préférez, genre lundi, mardi, mercredi. Alors pas vendredi vu qu'on a déjà un film à mater. Enfin après Koh-Lanta on a une petite séance watch party. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire et puis on va essayer de s'organiser. Donc 2 fois par semaine une petite séance de visionnage d'œuvres, films, séries, animés, on verra. Donc voilà, bon, bref, on ferme la parenthèse. Je ferai un petit guide sur comment installer Netflix Party, c'est une extension sur Chrome, et comment le configurer pour nous rejoindre lors des prochaines séances. Et pour le catalogue Prime, c'est très simple, il faut juste relier son compte Twitch à Prime Vidéo, et puis quand vous êtes sur Twitch, ça va proposer une fenêtre, etc. Enfin, bref, c'est beaucoup plus simple. Enfin bref, donc entrons dans le sujet. Faut-il regarder Army of the Dead de Zack Snyder? Alors, un autre petit disclaimer, je suis un pro Snyder, j'adore ce qu'il fait. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est Dawn of the Dead, que j'ai kiffé. Et à partir de ce film, j'ai essayé de regarder un maximum de ses films qui sont sortis. 300, la grosse claque, mise en PLS, tout ce que tu veux. Voilà, j'ai dit, wow, c'est incroyable. 300, puis Watchmen, triple claque dans la tronche. Que j'ai pas revu depuis un moment, même si j'ai vu la version très longue, mais bon, j'en parlerai plus tard. Et évidemment, son travail sur DC Universe avec Batman vs Superman et la version Justice League Snyder Cut, 4 heures de plaisir. D'ailleurs, on l'a dégusté en live durant un ciné Brother, on avait vu ça en live tous ensemble, avec les personnes qui étaient présentes. C'était vraiment une sacrée expérience en regardant ce film, comme si on était au cinéma, mais de chez soi, tous ensemble, et on avait vraiment kiffé, les 4 heures sont passées à une vitesse. Donc voilà, autant vous dire que le travail de Zack Snyder, je connais bien, j'aime bien, je suis tout ce qu'il fait. J'ai même vu son film d'animation avec des chouettes que j'ai d'ailleurs pas trouvé pas ouf, mais bon, on retrouve un peu sa patte, c'est assez rigolo. Donc voilà, principalement, je suis assez fan de son travail. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de Army of the Dead? Donc entrons dans le vice, enfin dans le sujet. Rompiche de chez Rompiche, et pourtant j'aime son travail. Voilà, j'ai l'impression que c'était prévisible. En tout cas, c'est comment je l'ai vu. Après, les personnes qui ont vu le film en même temps que moi ont aussi ressenti cette sensation d'anticiper ce qui va arriver. Donc il n'y a pas de surprise. Après, évidemment, il y a quelques surprises. Il y a 2-3 éléments au niveau du scénario qui sont intéressantes. On en parlera dans une seconde partie dans cette vidéo. Il y a une partie spoiler. Je vous mettrai le timecode de toute façon. Donc là, dans la partie non spoiler, on va pas en parler. Donc là, c'est le scénario un peu téléphoné. Je trouve qu'il y a trop de personnages. Du coup, on n'a pas le temps de s'intéresser à leur parcours, à ressentir des émotions par rapport à ce qui leur arrive, etc. C'est ça le problème.
Le scénario est principalement focalisé sur le personnage de Scott Ward, interprété par le charismatique Dave Bautista, qu'on a vu évidemment dans Guardian of the Galaxy, dans le rôle de Drax. Donc voilà, on suit ce petit perso, ce perso qui a connu l'explosion des zombies. Ah oui, alors le pitch, c'est quoi le pitch rapidement? Des militaires étaient censés garder une arme, on peut dire on peut appeler ça une arme chimique, représenté par un super zombie, sauf que évidemment ce super zombie s'est fait la malle, il s'est fait la malle à côté de Las Vegas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a croqué tout le monde, enfin il a croqué des gens qui ont croqué d'autres personnes, et du coup ça a fait une armée de zombies, et du coup voilà, Las Vegas est coupé du monde, et puis un jour, ah oui, alors Scott Ward, donc le personnage interprété par Dave Bautista, se trouvait à ce moment-là à Las Vegas. Il a dû fuir Las Vegas avec sa famille, etc., avec d'autres personnes, et ils essaient de reprendre une vie normale. Évidemment, bon, ils ont tout perdu, du coup ils se retrouvent à faire des petits boulots un peu merdiques. Et puis un jour, tombé du camion, un certain Tanaka vient leur proposer un petit contrat. Voilà, en gros, il y a 200 millions de dollars qui dorment dans un coffre à Las Vegas. Dans quelques jours, le président des États-Unis va lâcher une bombe nucléaire sur Las Vegas pour éradiquer tous les zombies. Ils sont nombreux. Et pour éviter de perdre ces 200 millions, ce serait bien qu'on envoie une team aller les chercher, tu vois. Et du coup, ils garderaient 50 millions pour eux, pour leur team. Alors du coup, voilà, Scott Ward réfléchit 2 secondes, il dit ok, regardez 50 millions sur les 200 millions, j'avoue que c'est pas mal. Du coup, voilà, en 24 heures, je sais pas, 48 heures, enfin en quelques heures, on va dire, quelques jours, il a réuni une team pour cette mission cascadante de chez Cascadante, pardon. Et du coup, voilà, ils vont aller à Las Vegas pour essayer de récupérer les 200 millions. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et donc voilà. Alors, autant le premier film de zombies de Zack Snyder était intriguant, il y avait des très bonnes idées de mise en scène. Autant celui-ci, voilà, comme j'ai dit, c'est téléphoné. C'est très téléphoné. En fait, et l'autre truc qui me gênait un petit peu, c'est le développement des personnages. Autant, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, du coup, il n'avait pas vraiment le temps de développer les différents persos, mais non seulement il y en avait beaucoup, mais en plus, on va dire, leur psychologie est très basique. Genre, le méchant de l'histoire, son rôle, c'est, enfin, sa fiche de personnage, c'est il est méchant, c'est un connard, voilà. Le gentil, il est gentil, le mec rigolo, il fait office de rigolo, enfin en fait, tu vois, c'est que des archétypes. Le seul personnage un petit peu développé, et encore, c'est donc le personnage interprété par Dave Bautista. Mais sinon, tout le reste, c'est du cliché sur pattes. Alors, il y a même un youtubeur. Le youtubeur, mais vraiment, youtubeur quoi. Le mec, il alimente ses réseaux sociaux à côté, plein de zombies à côté. Donc voilà, c'est des clichés qui se retrouvent dans une mission. Autre point que j'ai trouvé pas très intéressant, un peu gênant, c'est la photographie. Apparemment, il y a pas mal. Je suis pas le seul à avoir été gêné. En fait, il y a beaucoup de plans très flous dans le film. Apparemment, ce serait lié à l'utilisation de certaines optiques de la part de Zack Snyder. Il a tourné avec une caméra numérique. Bon, ça me gêne pas plus que ça, mais c'est plutôt caméra numérique. C'est pas ça qui va faire le rendu. Hein, il y a le traitement, mais l'optique fait 90% de l'aspect du film en fait. Voilà, j'ai pris quelques images. Regardez par exemple ce plan. Voilà. Et il a utilisé des optiques apparemment Canon qui sont assez vieilles. Et regardez l'ouverture. Ah ouais, c'est quoi l'ouverture? En fait, je pense qu'il a utilisé des optiques très lumineuses qui fait qui ont la particularité de flouter très fortement l'arrière-plan. En gros, la mise au point se fait sur le premier plan et très vite on a une zone de flou. Et regardez-moi ce plan.
on distingue à peine le véhicule qui les a transportés, je crois. Donc alors, ce genre d'optique, c'est intéressant pour filmer des visages, hein, pour faire des jolis plans sur les acteurs, etc. Mais je sais pas, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place dans un film d'action. Là, regardez le rendu. C'est très compliqué d'avoir un plan avec une grande profondeur de champ. Donc la zone de net est très, très limitée en fait. Alors, est-ce que c'était un cache-misère parce que souvent, voilà, souvent on utilise ce genre d'optique pour cacher les arrière-plans parce qu'on n'a pas forcément, on va dire, les moyens de filmer des... Parce que les plans larges, ça coûte cher. Parce qu'il faut tout bloquer. Par exemple, un plan large dans un film, sur une rue par exemple, il y a des passants, il y a des voitures, il y a des immeubles. Donc tout ça, il faut meuler. Donc tu payes les acteurs qui passent, tu payes les acteurs qui conduisent, tu payes les acteurs qui se trouvent dans les bâtiments, faut bloquer la circulation, donc tout ça, ça coûte cher juste pour un plan. Alors qu'un gros plan sur un acteur avec un arrière-plan flou, tu peux faire ça n'importe où, même dans ton jardin. Apparemment, Zack Snyder aurait tourné des plans de son Justice League, enfin des plans supplémentaires de son Justice League dans son jardin. Après, bon, c'est vrai qu'elle utilisait des fonds verts, etc. Mais voilà, on peut très bien faire des choses avec certaines optiques, certaines caméras, etc. Et souvent, ça sert, hein, enfin, ce genre de plan avec l'arrière-plan qui est très flou, souvent c'est des cache-misères. C'est qu'en termes de budget, ils n'ont pas le budget, on va dire, traditionnel, peut-être d'un gros blockbuster. Après, bon, les effets spéciaux sont quand même sympas. Voilà, en général. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le budget du film, mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'il avait un budget pas très illimité. Enfin, je pense pas qu'il avait un gros budget. Voilà, c'est plutôt, je dirais plutôt comme ça. C'est un film qui est sorti directement sur Netflix, donc c'est pas un film qui sort en salle. Ah si, bon, j'ai fini par trouver 90 millions de dollars. 90 millions de dollars, c'est vraiment pas beaucoup hein, pour un film. Maintenant, évidemment, ça reste un beau budget parce que du coup, Zack Snyder était un peu libre. D'ailleurs, il endosse 3 rôles. Hein. Il est producteur, il est producteur et réalisateur et chef opérateur. Donc c'est lui qui fait, on va dire, la lumière. Donc c'est voilà, il a endossé plusieurs rôles. Du coup, il a un contrôle quasiment absolu sur l'aspect visuel du film. Donc voilà. Maintenant, voilà, je trouve que ces plans-là, voilà, je sais pas. Je suis pas très fan de l'optique utilisée. Parce qu'il y a 2-3 plans pareils utilisés avec cette optique, avec tout ce qui se passe à l'écran. C'est un peu dommage d'avoir une profondeur de champ, j'y arrivé, assez limitée. Donc voilà, après, voilà, ça se regarde, c'est quand même bien produit. Voilà, c'est Zack Snyder. Et le premier film de Zack Snyder, donc Army of the Dead, avait coûté 26 millions. Donc voilà, de 26 millions on passe à 100 millions, donc on voit qu'il y a quand même plus de budget. Mais parfois quand tu as moins de budget, tu as aussi plus de bonnes idées. Enfin bref. Donc voilà, en somme je trouve que c'est un film classique, rien de particulier, même s'il y a d'autres bonnes idées, avec le nouveau super zombie qui est d'ailleurs peut-être le personnage le plus développé je trouve, qui a le plus de corps. Pour un mort-vivant, c'est assez rigolo. Mais voilà, les autres personnages, vraiment, Osef sur 20. Et puis c'est dommage. Apparemment, ce film aura une suite, plutôt une séquelle. Un film qui va raconter ce qui s'est passé avant, qui s'appelle Army of the Thief. On retrouvera un acteur d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est on retrouvera l'acteur qui s'appelle, l'allemand qui s'appelle Ludwig Dieter, interprété par Matthias Schweighöfer. Alors désolé, hein, frérot, mais j'ai du mal. Et apparemment, c'est lui aussi qui va réaliser, qui a déjà réalisé, parce que le film est déjà tourné, qui a réalisé donc le préquel. Donc il réalise et joue dedans. Donc Ludwig, c'est le personnage qui est censé ouvrir le coffre du coffre-fort. Donc voilà, c'est un film classique. Après voilà, c'est juste que
Si tu veux un bon film de zombies, il y en a plein. Hein. Tu regardes les Romero, déjà, les classicos Romero, très très bon film. Tout tu regardes n'importe quel film de Romero, voilà, c'est un bon film de zombies. Tu regardes plus tard, les films qui s'appellent Plus tard, donc 28 jours plus tard. Je crois que la suite c'est 28 semaines ou 28 mois plus tard. Pareil, très très bonne cam. Donc voilà. Maintenant, ça reste un film qui se regarde. C'est sympa, c'est sympa. Après, je pense que ça aurait été plus intéressant de l'intégrer dans une sorte de série, parce que le film se termine sur une fin ouverte. Qui dit fin ouverte dit évidemment suite. Donc en fait, si on sort ce film, enfin si on isole cet épisode en film, je trouve ça pas hyper intéressant. Mais par contre, si c'est un épisode d'une série, ça va. Là, ça pose les bases. Une série, on a le temps de développer les personnages, etc. Même si ça va être compliqué. Mais en tout cas, compliqué par rapport à ce premier film. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et maintenant, on va passer rapidement à la partie spoiler. Je vais pas rester très longtemps parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Parlons de la fin ouverte. La fin ouverte qui donc se déroule à la fin, qui est pour moi un petit peu ratée parce qu'en fait, il y a voilà, on arrive à la fin, donc on découvre que voilà, les États-Unis ont lâché une petite bombe nucléaire sur Las Vegas, enfin l'armée américaine. Du coup, ils ont éradiqué tous les zombies, sauf qu'il y avait encore quelqu'un qui se trouvait dans le coffre-fort. Le personnage qui s'appelle Vandero, qui a été sauvé justement par Ludwig face aux super zombies qui étaient à deux doigts de le croquer. Donc, il y avait à un moment une grosse baston entre Vandero et le super zombie. Le super zombie prend l'ascendant et voilà, Ludwig sauve son pote in extremis et il l'enferme dans le coffre-fort. La bombe nucléaire tombe, ça tue tous les zombies. Le coffre-fort est intact, le mec sort du coffre-fort comme par magie et il rentre chez lui. Il rentre chez lui, il prend l'avion avec tout. Ah oui, évidemment, vu que dans le coffre-fort il a toute la thune avec lui, donc il achète un jet privé au calme. Et puis il sent pas très bien dans l'avion, il fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là il découvre qu'il a été mordu. Et l'avion se dirige vers Mexique. Bim, voilà, ça s'arrête là. Donc il y aura une suite. Hein, on peut pas s'arrêter là-dessus, ce serait con. C'est juste qu'en fait, comment ça a été fait, je trouve que c'est mal fait. Parce qu'à un moment, on a revu la séquence. Le plan où le super zombie était censé le croquer, il se trouvait à ça du bras. C'est juste, en fait, c'est ce plan-là que je trouve un peu dommage. Il l'aurait filmé d'une autre manière, avec une longue focale pour essayer d'aplatir la distance, etc. Ou en cachant un petit peu l'avant-bras, en mettant l'avant-bras en premier plan, du coup on voit pas trop ce qui se passe. Sauf que là on voit bien que la tête se trouvait là, tu vois. Et là je trouve que c'est con, mais c'est un petit détail, mais ça m'a gêné. C'est dommage parce qu'en fait quand on l'a vu la séquence, Ludwig l'a sauvé. On s'est dit Ludwig il a poussé à ce moment-là. Enfin, il a mis un coup de patate d'extincteur sur le super zombie. Le super zombie n'a pas eu le temps de croquer. Sauf que si, apparemment, il a eu le temps de le croquer. Et du coup, il est contaminé. Bon. Après, évidemment, si on veut une suite, il faut qu'il en reste au moins un des zombies pour qu'il continue à contaminer les gens, etc. pour justifier les suites, etc. D'autres points où je n'ai pas trouvé ça incroyable, c'est la multitude des personnages. Voilà, comme j'ai dit en intro, on a du mal à s'intéresser à leur histoire, etc. Ils ont des développements très basiques. Et quand ils meurent, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. En fait, les personnages font des choses déjà stupides. Moi, c'est toujours le genre de truc qui me rend fou, tu vois. Ils sont... je sais pas, réfléchissez un petit peu. Je prends l'exemple du personnage qui s'appelle Maria Cruz. Donc c'est la pote du youtubeur Burt Cumming. Ah oui, d'ailleurs, oui. Pourquoi avoir choisi un youtubeur dans le film? Parce que il faisait des vidéos et butait des zombies. Je sais pas, moi je vais dans une mission où on est censé récupérer 200 millions de dollars et en tuant je sais pas combien de zombies, je prends des mecs spécialisés dans l'élimination, des mecs qui visent la tête, des bons quoi. Même si ce youtubeur est bon à faire des vidéos en butant des zombies, ça reste un mec, un civil quoi. Prenez un militaire, prenez des militaires, au moins ce sera... Bon après tu vas me dire dans le film les militaires sont un peu éclatés parce que au début ils sont censés
protéger un convoi. Il y a un mec qui est en train de se faire qui est en train de se faire souffler le saucisson en conduisant. En fait, faites jamais ça, hein, c'est très dangereux. Et il perd le contrôle de sa voiture, il se fait percuter par la voiture des militaires, enfin le convoi militaire. Du coup, le convoi, bah, il est un peu éméché. Du coup, le super zombie sort et il bute tous les militaires qui sont extrêmement nuls. Hein. À un moment, tu as 2 militaires qui essaient de s'enfuir, ils ont fait 100 mètres, ils sont essoufflés. Ils sont... Enfin bref, c'est con. Et le pire dans tout ça, je veux dire, ça reste. Enfin, c'est un super zombie, certes, mais à la fin, il meurt de la même manière que tous les zombies, une balle dans la tête. Donc. Des militaires incapables de viser la tête, ça je comprendrai jamais. Donc voilà, il se fait buter, enfin tous les militaires au début se font buter par le super zombie, alors qu'à la fin, voilà, le super zombie se prend une balle dans la tête et il meurt, tu vois. Simple, efficace. Enfin bref, donc c'est un peu dommage d'avoir pioché des civils pour cette mission, on va dire suicide. Hein. Et donc voilà, Maria Cruz à un moment, bon voilà, elle se fait un... En fait, elle se prend la tête avec le petit méchant du groupe, Martin, le fourbe, on va appeler ça comme ça, donc le méchant, qui infiltre donc ce groupe pour essayer de les entuber. Et en fait, voilà, à un moment, elle le sent pas trop, elle lui dit, toi, tu caches quelque chose, Martin, hein, comment tu le sais, c'est à ma gueule que tu vois ça? Ou par rapport à ma fiche de personnage où c'est marqué, je suis le méchant, très énigmatique du film. Et en fait, ce mec-là a essayé de la faire mourir en traversant un hall rempli de zombies. Et donc voilà, elle se fait finalement, voilà, elle se débat comme elle peut et à la fin, elle se fait croquer. Et en fait, à un moment, elle se fait croquer. Et en fait, à son pote, dans le youtubeur, qui dit non, Maria. Et elle, au lieu de dire c'est ce chien qui m'a entourloupé, parce qu'elle sait que c'est lui qui l'a mis dans la sauce. Bah là, elle lui dit, elle lui dit au revoir. Oh Walida, je vais mourir. Non mais avant de crever, balance des infos, parce que t'as le temps de parler. Donc dis à ton pote youtubeur que si elle est morte, c'est à cause de cet enfoiré. C'est dommage, bon bah elle est morte inutilement. Voilà. Tous les personnages vont mourir de manière un peu stupide quand même. Enfin, en tout cas, une grande partie. Bon après le méchant de l'histoire évidemment il y a toujours le karma qui vient toquer à la porte à un moment. C'est marrant hein, mais les méchants ils meurent toujours de la même manière, ils meurent pas naturellement, ils meurent toujours par la main du karma qui vient lui faire payer ses exactions. Donc voilà, après bon, je trouve ça un peu dommage. Voilà, il y a des bonnes idées, hein, 2-3 bonnes idées, comme le super zombie qui crée des nouveaux super zombies. D'ailleurs, les super zombies sont tellement super que ils font du kung-fu. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. À un moment, il y a une scène où il se bat avec, je crois il se bat avec Van der Rohe ou avec Scott. Donc le personnage interprété par Dave Bautista. Le mec il court sur le mur, il fait une petite pirouette comme ça, coup de coude, coup de pied. Je fais waouh, ça a changé. C'est une idée, why not? C'est une sorte de rage, un peu comme dans 28 jours plus tard, des zombies un peu vénères, parce que en fait la plupart des zombies, voilà, c'est des cadavres en lambeaux qui rampent en fait, qui marchent lentement, voilà, mais voilà, ils ont mis un petit côté 28 jours plus tard, pardon, avec des zombies très vénères, qui courent, qui sont très animaux, comme s'ils avaient la rage. Autre point intéressant développé par le film, c'est que les zombies, enfin le super zombie, peut se reproduire. Intéressant. Parce qu'à un moment, il y a une petite question de petit bébé. Donc là, il a réussi à rendre en cloque une femme zombie, qu'il a contaminée d'ailleurs. Hein, parce qu'en fait, le super zombie peut créer des super zombies. Enfin, le super zombie boss peut créer des super zombies grâce à sa morsure. Par contre, les autres super zombies, s'ils mordent, ça va juste créer des zombies normales, je crois. Des zombies normaux. Et du coup, voilà, il a réussi à rendre en cloque une super zombie. Et c'était intéressant. Ça portait un peu... J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les super zombies peuvent encore avoir des rapports, etc. Est-ce que ça serait une nouvelle espèce? Une nouvelle espèce humaine? Point d'interrogation. En tout cas, on n'a aucune information concernant le super zombie patron. L'alpha des alphas des zombies. Je crois qu'il s'appelle Zeus d'ailleurs. On n'a aucune information concernant d'où il vient, comment il a été créé, etc. Je pense qu'on aura la suite, enfin on aura d'autres informations durant
durant les prochains épisodes. Donc en tout cas, voilà, il y a des bonnes idées, mais en fait, si on devait prendre ce film comme un film, c'est un film moyen. Si c'est le début d'une série, ça va. Parce que le début d'une série, on peut pas tout expliquer, on peut pas tout montrer, on peut pas. Il y a des. Évidemment, on doit aller vite dans. En fait, ce film-là a été conçu comme une série, j'ai l'impression. On va vite dans l'action et après on laissera le temps aux scénaristes, etc., aux épisodes pour commencer à développer les personnages. Là, on met l'ambiance, voilà, on va dans le vif du sujet. Donc, si c'est le début d'une série, ouais, ça peut être intéressant. Ça soulève pas mal de points intéressants. Mais par contre, si c'est juste un film, un one shot, bon, on verra le préquel déjà avec le film Army of the Thieves. Donc voilà, sur ce les amis, dites-moi ce que vous en pensez, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour ne pas rater les prochaines séances Watch Party et Netflix Party. À très bientôt. Ciao.